Avec nous pour cette première des deux journées de l'international. Vous savez que demain, nous serons à Nice. Bonjour aussi à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent en streaming live sur leur PC, leur téléphone portable, leur tablette. Vous connaissez le programme, vous savez qu'il est fait sur mesure pour vous, les exportateurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et bien sûr pour celles et ceux d'entre vous candidats à l'export. Vous allez être notamment au cours de cette journée en contact direct avec une quarantaine d'experts sur près de 50 pays, participer à des rendez-vous B2B. Vous allez pouvoir rencontrer aussi toutes les institutions, tous les organismes qui peuvent vous aider dans votre démarche export. Vous allez donc pouvoir évaluer, structurer, valider toute votre stratégie. Alors, vous l'avez certainement suivi, en août dernier, Jean-Yves Le Drian a annoncé sa volonté de relancer le chantier des guichets uniques à l'export. Selon ses mots, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères souhaite parvenir à la mise en œuvre d'un guichet unique à l'entrée, un guichet unique à la sortie, cela pour permettre une chaîne de clarté avec l'ensemble des acteurs. Mais il insiste là-dessus, des interlocuteurs uniques au départ et à l'arrivée pour que chacun s'y retrouve. Fin de citation. Voilà pour le contexte. Vous avez vu que vous avez un petit papier pour ceux qui sont avec nous ici dans cette salle qui vous donne un petit mode d'emploi puisque vous allez pouvoir via vos smartphones ici mais aussi directement si vous nous regardez, intervenir et poser les questions que j'aurai sur cette petite tablette et que eh bien, nous poserons directement à nos interlocuteurs. Si vous êtes dans cette salle, vous vous connectez sur le Wi-Fi CCIMP. Voilà pour le petit mode d'emploi. Pour ouvrir ces JDI 2017 ici à Marseille, je vais tout de suite laisser la parole à Frédéric Ronal, vice-président de la CCI Marseille-Provence, délégué à l'ouverture au monde et membre élu de la commission CCI internationale PACA. Frédéric Ronal, c'est à vous. Ça fonctionne ? Ça fonctionne. Bonjour à tous et je suis très heureux de vous accueillir dans cette maison qui est, comme je le dis à chaque fois, c'est bien parce que ça commence à être bien rodé, qui est la maison de tous les entrepreneurs de ce territoire. On est extrêmement heureux à la Chambre de commerce quand, dans cette maison, on accueille des entrepreneurs sur tous les sujets de la vie économique de notre territoire et l'international en fait partie. C'est la deuxième édition de cet événement. Alors c'est un événement que CCI International PACA organise mais n'organise pas seul. Nous avons un certain nombre de partenaires sur cet événement. On pourrait citer évidemment Business France, CCI, aussi les CCI françaises à l'étranger, les CCE, les conseillers du commerce extérieur, la COFAS, et bien évidemment, nous avons aussi un soutien de poids qui est la région, représentée par Caroline qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin, qui est un soutien de poids pour toutes les actions que nous pouvons mener sur ce territoire. C'est la première étape à Marseille, une deuxième étape à Nice. Ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant de voir que ces événements se déplacent dans nos deux métropoles régionales. Ça prouve que l'international est un sujet qui est vraiment partagé par tous au niveau de cette région. Que vous dire de l'international si ce n'est que, enfin, et aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de nos grandes institutions régionales ou locales, que ce soit au niveau de l'ensemble des opérateurs, tout le monde s'accorde à dire sur le fait que l'international est un des leviers de développement de nos entreprises et de notre économie. On citait Jean-Yves Le Drian, mais Jean-Yves Le Drian a dit aussi un truc assez intéressant. Il dit aujourd'hui on a 125 000 exportateurs en France, l'Allemagne en a 450 000, c'est preuve du décalage. Et le souhait de Jean-Yves Le Drian, c'est de dire à l'issue de notre mandature, on aura 200 000 exportateurs en France et plus 125 000, c'est quasiment un doublement de nos exportateurs en France. C'est un vrai challenge que nous avons tous et qui va se relever dans les territoires, dans nos régions, au plus près de la vie des entreprises. C'est tout le sens de ces événements-là. Le sens de ces événements-là, c'est de réunir les entrepreneurs qui ont cette envie de partir à l'export pour chercher de nouveaux marchés, pour développer, pour booster leur croissance, et de leur dire, venez nous retrouver, on va mettre en une journée 50 experts à votre disposition, quelque part, on fait venir le monde à vous pendant une journée, ça ne coûte pas très cher, et ça vous permet en une journée d'avoir une vision de vos destinations, des destinations qui vous intéressent, d'échanger avec des experts et de vous rencontrer.
Et ça, c'est probablement la première étape de l'international, s'informer, rencontrer, échanger, préparer. On vous permet dans cette journée de le faire et je pense qu'il faut saisir cette chance parce que ce n'est pas si souvent que ça qu'on a l'opportunité de parler en une journée avec des experts de pays aussi différents que l'Iran, que l'Afrique, que les États-Unis, que la Chine ou d'autres. Donc cette journée est la vôtre. Elle a été faite pour être très pratique, elle a été faite pour être très B2B. Ce n'est pas une journée institutionnelle, même si vous avez quelques élus autour de cette table. C'est une journée qui doit être très pratique, qui doit vous permettre de revenir, de partir ce soir et demain soir à Nice avec des idées, avec des contacts, avec des rencontres, avec des informations utiles. Donc faites de cette journée, qu'elle vous soit profitable, cette journée est la vôtre, et c'est une journée qui doit vous permettre, si vous n'êtes pas déjà convaincu, de vous convaincre que l'international est probablement une des meilleures sources de développement que nous avons dans nos entreprises, sur notre territoire et au niveau national, bien sûr. Merci à tous. Frédéric Ronald, vice-président de la CCI Marseille-Provence. Bertrand Vellon, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette plénière. Vous êtes directeur interrégional Grand Sud-Est de Business France. La question, où on en est aujourd'hui dans cette volonté du ministre? Comment vous travaillez? Où en êtes-vous? On va prendre le micro. Oui, merci. Bonjour à tous. Au préalable, je souhaiterais dire tout le plaisir que l'on a, nous, Business France, d'être partenaire de la CCI sur ces journées de l'international et à travers les 23 experts qui sont venus de nos bureaux des pays et les 7 qui seront en visioconférence sur ces journées. Pour répondre à votre question, donc il y a un nouveau duo qui a été nommé à la tête de Business France par le gouvernement. Donc Pascal Cagny, qui est le président de Business France et délégué en charge des investissements étrangers, et Christophe Lecourtier, qui est le directeur général de Business France. Et il a été demandé à ce duo d'émettre pour la fin novembre des propositions novatrices de réforme de l'écosystème dans l'objectif d'optimisation et de simplification demandé par le ministre, le tout bien évidemment en concertation avec l'ensemble des partenaires. Alors l'idée, c'est la création de ce parcours, comme vous me l'avez dit quand on a préparé ce rendez-vous, un parcours fluide, continu et compréhensible, dont la pierre angulaire serait le guichet unique en région. C'est ça, l'idée. Exactement. Alors, double guichet unique, comme vous l'avez signalé, en région et en région, après discussion avec les partenaires et en premier lieu la région. Les régions et également guichet unique dans les pays sous l'égide de l'ambassadeur, cette fois-ci. Alors, on a parlé de la région. Caroline Posmentier, bonjour, vice-présidente en charge des relations internationales au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'aime pas PACA, je dis chaque fois Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'être avec nous. Alors, comment vous allez travailler? Parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites depuis un certain temps concernant l'aide aux exportateurs. Comment vous allez vous insérer dans ce nouveau dispositif, dans l'évolution de ce dispositif? Bien, tout d'abord, permettez-moi d'excuser Renaud Muselier, président de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est d'ailleurs à l'heure actuelle au congrès de l'Association des régions de France à Orléans. Bon, je ne pense pas qu'ils aient un cadre comme le nôtre, mais malgré tout, c'est important. Ils vont travailler, nous l'évoquions tout à l'heure avec vous, monsieur. Je crois que vous l'avez vu, les signes sont très forts. Depuis la loi NOTRe, l'internationalisation est une compétence légale aujourd'hui, je dirais, de la région en tant que collectivité territoriale. En ce sens, vous le comprenez, dès notre installation avec la nouvelle majorité, nous avons donc souhaité et voulu fortement s'approprier cette politique et la rendre encore plus dynamique. Donc, lorsque nous lisons et nous rencontrons, et je parle bien entendu lorsque le président Muselier rencontre le ministre et qu'il a donc connaissance de cette feuille de route politique, de politique publique dynamique pour l'international, eh bien, nous nous y associons fortement et nous disons même que nous avions déjà commencé, puisque c'est déjà en 2016, je crois que c'était au mois de juin 2016, que nous lançons officiellement le guichet unique avec
un volet export, commerce extérieur très fort. Aujourd'hui, comment ? Eh bien, en le renforçant. En le renforçant, nous allons certainement continuer à évoquer comment. Ensuite, il me paraît indispensable de parler aussi en termes de stratégie de marketing territorial. La notoriété d'une région comme la nôtre, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ne passe pas et ne doit pas rester sur des fantasmes et sur des idéaux tels qu'ils peuvent exister. Bien sûr, c'est une région à faire rêver le monde. Mais concrètement, nous avons, dès l'année dernière, souhaité que Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous l'avez suivi, soient véritablement 3 marques. Et qu'autour de ces marques, vous l'avez compris, eh bien, l'attractivité, le rayonnement passe par les talents, passe par toute cette ressource extraordinaire que nous avons. Il ne suffit pas de le dire, il suffit de le montrer, de le faire savoir. Je pense bien entendu de l'université en passant par les pôles de compétitivité et le monde de l'entreprise. Je voudrais également rappeler que nous avons souhaité, dans cette région, véritablement être visibles sur l'espace politique, sur nos compétences. Et notre compétence, la compétence de la région, c'est l'économie, c'est l'emploi. C'est cette croissance que vous attendez tous. Alors pour l'export, moi je suis heureuse depuis le mois de juillet d'avoir cette nouvelle délégation, puisqu'avant j'étais en charge de la sécurité. J'ai la même délégation sécurité à la mairie de Marseille. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui je vois tout un sens à travailler aux côtés du président pour rendre peut-être, je dirais, plus lisible, pour faire que la région soit vraiment un chef d'orchestre. Je crois que c'est peut-être ce que l'on attend. Et je remercie Frédéric d'avoir rappelé qu'il y a 2 métropoles qui travaillent avec vous. Aujourd'hui Marseille, ex-Marseille. Et demain, Nice, Côte d'Azur. Pourquoi c'est important ? Parce que toutes les politiques que nous voulons réussir ensemble, eh bien, il faut que chaque métropole soit une brique de la politique régionale en matière d'économie, en matière d'innovation et encore plus en matière d'internationalisation. Donc, je ne pense pas avoir été exhaustive. Je reviendrai certainement s'il y aura d'autres questions. Mais voilà comment nous nous insérons. Et c'est ça la confiance que nous devons donner aux acteurs économiques. C'est de montrer que État, région travaillent ensemble, tirent ensemble dans le même sens. Ici à Marseille, et si j'ai encore 2 petites minutes, je vous en prie. Peut-être que ce sera ultérieurement, mais voyez très rapidement dans les semaines qui viennent, je reviendrai sur un grand événement que le président Muselier organise le 21 novembre, auquel je souhaiterais que vous soyez tous associés si ce n'est pas déjà fait. Mais c'est une date forte qui marquera l'acte 1 d'une politique internationale qui permettra ici à Marseille, donc capitale régionale, mais également à Nice, dans d'autres grands lieux de cette région, de faire que tout le monde se rencontre vraiment et travaille vraiment. Donc je ne peux que me féliciter de voir aujourd'hui toutes ces personnes et de retrouver d'ailleurs des amis avec qui nous avons pu travailler il y a quelques années. Vous êtes, vous, dans les pays où vous êtes, des lanternes, des lumières. J'ai vu des primo-exportateurs travailler avec vous, attendre beaucoup de vous. Et bien aujourd'hui, nous, ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sachez qu'avec tous les acteurs, la CCI internationale, et vraiment, je voudrais remercier Jean-Daniel Bernier, avec qui je vais avoir vraiment la joie, et sa directrice, de travailler, mais la COFAS, les conseillers du commerce extérieur, BPI, et Business France, bien sûr. Voilà, travaillons ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a compris, on a besoin de rationaliser, puis on a besoin d'être pragmatique parce que ça pousse. Merci Caroline Posmentier. On retient la date, le 21 novembre, pour ce grand événement, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler. Je vous propose maintenant d'explorer de façon très concrète les enjeux globaux pour bien aborder et travailler à l'export. Marie-Albert, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable risque pays à la COFAS. Vous allez nous donner des éléments à travers votre dernière étude. C'est la dernière étude dont les résultats viennent d'être révélés. Donc on va planter le décor en fait, où on en est aujourd'hui à travers cet environnement pour bien réussir à l'export. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup à la CCI de m'avoir invitée. Donc, je suis responsable risque pays à Coface, donc non BPI, mais Coface ayant perdu les activités pour compte de l'État en début d'année. Ce que je vous propose aujourd'hui de faire, effectivement, c'est de commencer par un grand cadrage mondial pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est de cette situation économique mondiale. Donc, comme vous le savez peut-être, Coface publie chaque trimestre un baromètre et donc les évaluations risque pays sont remises à jour chaque trimestre. On vient de publier nos derniers résultats ces derniers jours. Donc vous avez la dernière carte des évaluations pays juste en face de vous. Donc je vous rappelle qu'on mesure le risque de crédit des entreprises à horizon 1 an et demi. Donc comme vous voyez, évidemment, on a des zones en vert comme l'Europe et les États-Unis, et des régions plus risquées comme l'Amérique latine et l'Afrique, on y reviendra. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui ? C'est vrai qu'en début d'année, à la fin du premier trimestre, on se posait la question de savoir si les premiers signes vraiment de reprise économique mondiale étaient simplement ou non un feu de paille. Et en fait, on est 9 mois plus tard et on voit que ce feu, finalement, a bien pris, notamment dans bon nombre de secteurs industriels en Europe. Et on prévoit une croissance mondiale qui redémarre lentement. Donc à Coface, on prévoit une croissance mondiale de 2,9% cette année et l'année prochaine. Donc c'est vrai que ces derniers mois, on a été marqué notamment par un été particulièrement calme. Pourquoi calme ? Parce que quand on revient un peu en arrière, l'an dernier, on a été marqué par le Brexit. L'année d'avant, on était marqué par le crash sur les marchés financiers chinois. Cet été a été particulièrement calme. La volatilité, notamment des marchés financiers, a atteint un point bas au mois de juillet, alors que les valorisations des marchés boursiers ont atteint, eux, des niveaux records. Et on peut se poser aussi la question de est-ce que cette situation est ou pas inquiétante ? Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur le front donc, économique, en apparence, l'activité remonte la pente. D'un côté, on a toujours l'Europe qui est sur une trajectoire ascendante. Donc la zone euro repart de manière solide mais lente, certes. Donc la demande interne reste solide. On est dans un contexte où les conditions de crédit pour les entreprises, mais également pour les ménages, sont très favorables. Parce que l'Europe est toujours sur cette trajectoire ascendante, on procède de plus en plus à des reclassements à Coface. Donc là, vous avez les derniers reclassements et déclassements. On a reclassé notamment, cette fois-ci, bon, pas beaucoup de pays, mais on a reclassé Chypre, Finlande et la Hongrie, mais également aussi la Biélorussie, tandis qu'on a dégradé Oman, mais ce n'est pas en Europe, bien sûr. Donc on a quand même des signes très positifs en Europe, on y reviendra. Et d'un autre côté, on a les pays émergents, où également la croissance repart de manière un petit peu lente, mais les flux de capitaux reviennent dans les pays émergents. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, même s'ils demeureront très sensibles à l'évolution de la politique monétaire américaine de la Fed. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a d'une part le Brésil et la Russie qui sont en train de sortir de récession, même si les niveaux de croissance restent particulièrement faibles. La Chine est globalement résiliente en apparence. On y reviendra aussi sûrement par la suite. Il y a quand même un effet trompe-l'œil des statistiques assez important. Mais finalement, en fait, un petit peu la nouveauté, ce qu'on constate, qu'on ne voyait peut-être pas ces dernières années, c'est qu'on a l'impression que la donne est en train de changer un peu sur les pays développés en termes de structure. On a l'impression que les rapports de force sont en train de changer, notamment entre les pays anglo-saxons et la zone euro. Parce que d'un côté, on a cette solide reprise en zone euro dont je parlais qui se confirme. Par contre, on a des signes de faiblesse dans les pays anglo-saxons qui sont de plus en plus nombreux, à la fois aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, notamment un faible taux d'épargne dans les pays anglo-saxons, ce qui nous inquiète en termes de consommation privée. Et aussi, on a une donne qui change en termes d'incertitude politique, parce que ces dernières années, on a été marqué par un paysage politique très inquiétant en Europe. Enfin, en tout cas, on avait beaucoup d'inquiétudes liées aux élections qui ont été multiples. Maintenant, cette incertitude politique s'est beaucoup réduite en Europe. Par contre, on manque énormément de visibilité concernant la politique américaine de Trump, c'est évident. On a le contexte du Brexit. Donc on a l'impression qu'à la fois sur le front économique et sur le front politique, la donne est un peu en train de changer, qu'on a un rapport de force qui s'inverse. Et ça se traduit clairement par ce qu'on voit sur les marchés financiers ces derniers mois. On a une poursuite de l'appréciation de l'euro face au dollar. Donc voilà un petit peu pour le cadrage global. Et je pense qu'on reviendra par la suite sur, un peu plus en détail sur les pays. On regardera ça de plus près. On va le faire dans très très peu de temps. Mais... Oui, allez-y, voilà. Marie-Albert. Donc ça, c'est sur le premier point, pardon, sur le risque pays. Et je continue juste aussi pour vous parler d'un autre outil qui est très important à Coface et qui, à mon avis, vous intéresse potentiellement de près. Tous les trimestres aussi, j'ai parlé des évaluations pays, mais on a également des évaluations secteurs. Donc on fait des évaluations par secteur sur 6 grandes régions, mais aussi sur 24 pays de manière détaillée, et donc sur 12 secteurs.
Donc pourquoi ça peut être intéressant? Parce que toutes ces publications sont gratuites, hein. Il suffit d'aller sur le site de COFAS. Donc là, comme je vous ai dit, par exemple, en termes d'économie mondiale, on a une reprise qui se confirme. Donc là, on a procédé, par exemple, à 13 reclassements sectoriels contre 2 déclassements seulement. Donc c'est cohérent avec nos évaluations pays. Mais ce qu'il faut avoir en tête quand on regarde un petit peu ce grand cadrage, alors évidemment, on a les pays en Europe de l'Ouest, en Europe centrale et de l'Est qui se portent mieux. On a toujours un paysage un peu dégradé en Amérique latine, même si on a quand même des améliorations, notamment dans le secteur de la distribution, par exemple, ou le secteur des TIC, parce qu'ils sont liés à la consommation. Et la consommation repart un peu au Brésil, repart aussi en Argentine. Et ce qu'on peut aussi voir un petit peu dans cette grande matrice, hein, plus on est dans le vert, hein, moins il y a de risques, évidemment, hein, c'est qu'on voit que les secteurs automobiles et ceux de la pharmacie sont globalement ceux qui se portent le mieux au niveau mondial et agrégé. Et quand on regarde un petit peu le secteur des matières premières, par exemple les énergies ou métaux, on a toujours des risques, mais on est quand même un petit peu en amélioration, même si le redémarrage, notamment des prix des matières premières, reste relativement lent. Je dis bien de manière assez globale, hein. Les prix des métaux, par exemple, sont pas mal repartis de manière générale. Donc on a un petit peu ce paysage assez disparate, mais on est quand même, encore une fois, dans une dynamique assez positive, et c'est ça qu'il faut retenir in fine. Merci Marie-Albert pour ces premiers points concernant donc cette étude. Je vais vous présenter tout de suite les autres experts que nous avons avec nous. Mathias Nicolas, qui est chargé d'affaires internationales au CIC à Marseille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sandrine Kergosien, qui est directrice régionale entreprise Méditerranée de LCL. Merci d'être avec nous. Nous avons Elisabeth Verune, qui est responsable PACA d'Altios International. Et puis, Altios International, qui est partenaire avec LCL. Et puis, c'était important, très important, d'avoir un chef d'entreprise qui exporte, un chef d'entreprise de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vincent Aprin, qui est PDG de AV Composite, qui est installé à Saint-Rémy de Provence. Vous avez bien de la chance, monsieur, d'être installé à Saint-Rémy de Provence avec une entreprise qui prospère. On va donc maintenant rentrer un petit peu plus près avec des zooms sur ces fameuses grandes zones prioritaires. Et puis on abordera aussi deux thématiques autour de la décision de partir à l'export. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un chef d'entreprise se dit « je vais y aller, on va exporter, on va voir comment on travaille ». Et puis le pendant, c'est de dire j'ai envie d'y aller, mais quels sont les freins qui peuvent exister dans ma démarche à l'export? On va voir tout ça. Marie-Albert, je me retourne vers vous tout de suite. On va commencer avec un zoom sur la Chine et le Japon. Et j'ai envie de vous dire, il faut y aller, il ne faut pas y aller. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis obligée de répondre par oui ou par non? Non, allez-y, vous allez nous expliquer. Alors, peut-être je vais vous parler un petit peu de la Chine et notre vision à COFAS. Je pense que ça peut vous intéresser, notamment en termes de risque de crédit. Le cas de la Chine intéresse toujours beaucoup. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que certes, on a des performances toujours positives en Chine, hein, plus 6,7% de croissance au premier semestre. Donc en apparence, c'est une bonne nouvelle, mais cette situation masque de très fortes fragilités. Bon, quand on regarde les derniers indicateurs conjoncturels en termes de production industrielle, climat de confiance, etc., et situation sur le marché immobilier, on ne s'attend pas non plus à un rebond fort dans le trimestre à venir en Chine. Mais évidemment, un des principaux problèmes qu'on surveille, nous, c'est le risque de crédit. On est très inquiets. Ça fait 1 an et demi qu'effectivement on surveille ce risque de prêt. On avait déclassé la Chine à l'été 2016. Quand on regarde un petit peu les dernières informations, on continue d'être inquiet. Pourquoi? Parce que par exemple, quand on regarde le dernier article 4 du FMI, c'est le rapport pays du FMI de référence qui est sorti notamment en juillet dernier, le FMI considère que l'endettement privé des sociétés non financières devrait atteindre 300% du PIB en 2022. Et on est déjà à 242% aujourd'hui. Donc ça, clairement, en termes de... Le niveau de l'endettement est extrêmement élevé, a vraiment de quoi attiser les inquiétudes. On a aussi une hausse des prêts non performants en Chine, même si le niveau est relativement faible, la dynamique est inquiétante et les chiffres, c'est tout un débat. Mais ce qu'on doit avoir aussi en tête, c'est que l'efficacité de la relance en Chine commence clairement à s'essouffler.
notamment tout ce qui était policy mix, c'est-à-dire politique budgétaire qui soutenait l'économie et politique monétaire. On voit qu'on est quand même un petit peu en train de changer de cadre. La politique monétaire est plus restrictive, donc va influencer négativement les entreprises, mais le gouvernement reste toujours dans une stratégie assez ambiguë. C'est je veux faire des réformes et je veux réduire mes déséquilibres, notamment en termes d'endettement privé, mais je ne veux pas que la croissance diminue trop rapidement. Donc dès qu'il y a un signal un peu trop négatif, j'appuie sur la pédale de la relance, mais je ne résous du coup pas les problèmes structurels. Alors ce qui est intéressant de regarder aussi dans le cas de la Chine, c'est que ces dernières années, les flux de capitaux avaient beaucoup diminué. On avait une fuite des capitaux très importante en Chine, et là, les capitaux reviennent. Au premier trimestre 2017, le compte financier est redevenu excédentaire. Alors vous allez me dire, en apparence, super, c'est une bonne nouvelle, on est plus confiant. Il y a aussi l'appréciation du dollar face au yuan qui a joué. Mais on est aussi toujours dans un contexte assez ambigu, parce que finalement, ces flux de capitaux nets qui reviennent, ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça. Pourquoi ? Parce que quand on regarde de plus près, d'un côté, on a les autorités chinoises qui veulent faciliter les entrées d'IDE, qui parlent de libéralisation financière. On a une réduction notamment de la liste des activités commerciales interdites aux investisseurs. On a la mise en place du Bond Connect, c'est-à-dire l'achat des obligations chinoises par des investisseurs étrangers à Hong Kong. Donc ça, on a l'impression que ça évolue dans le bon sens. Mais en fait, quand on regarde de plus près, au-delà de cette apparente ouverture financière, en fait, les contrôles de capitaux demeurent extrêmement importants en Chine. Quand on regarde, par exemple, juste à titre d'illustration, le graphique de gauche, vous avez un indice de restrictivité qui est fait par l'OCDE de l'investissement direct étranger. Donc vous voyez que la Chine, par rapport à la moyenne de l'OCDE ou même par rapport à d'autres grands émergents, on voit que la restrictivité, c'est une échelle entre 0 et 1, mais en relatif est beaucoup plus importante en Chine qu'ailleurs. Donc, il ne faut pas oublier que finalement, ces retours de flux de capitaux, c'est plus dû à des contrôles pour éviter les sorties qu'à de véritables entrées. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'il faut avoir en tête. Au-delà de ça, ce qui est important de regarder, c'est un peu qu'est-ce qui se passe en termes de comportement de paiement des entreprises. Pour information, COFAS réalise des enquêtes aussi, vous avez les résultats publics sur le site, des enquêtes sur le comportement de paiement des entreprises, donc en Chine, mais aussi dans d'autres pays. On l'a développé au Brésil, au Maroc, à Dubaï, ça c'est plus récent. Mais pourquoi c'est intéressant ? Parce que non seulement on regarde des indicateurs institutionnels, mais on interroge nos filiales et on leur demande est-ce que le retard de paiement s'est allongé, dans quel secteur. Donc on regarde les choses de manière un petit peu pointue, on publie les résultats de ces études. Et en fait, quand on regarde les derniers résultats, donc l'enquête est sur l'année dernière, en 2016, on a une amélioration de l'expérience de paiement des entreprises chinoises. On a 68% des entreprises qui ont connu un retard de paiement, mais ces dernières années, les 5 années précédentes, c'était autour de 80%. Donc en relatif, la situation s'améliore un peu, mais en fait, quand on regarde aussi de plus près, on se rend compte, on constate un allongement de la durée moyenne des retards de paiement. Donc notamment supérieur à 150 jours pour 16% des entreprises qu'on interroge. Donc il y a 36% des entreprises qui ont eu des retards de paiement qui étaient supérieurs à 2% de leur chiffre d'affaires annuel, ce qui n'est pas complètement négligeable. Et pourquoi c'est important ? Parce que selon COFAS, selon notre propre expérience, lorsque les impayés dépassent 6 mois, il y a 80% de chances de jamais être payés. Donc l'allongement du retard de paiement moyen, effectivement, est un mauvais signe. Et donc dans cette situation financière un petit peu plus dégradée, donc nous, le risque de crédit, comme je vous l'ai dit, on est inquiet, c'est ça qu'il faut retenir. On voit aussi que dernièrement, notamment Standard & Poor's a décidé de dégrader la note souveraine, donc je dis bien souveraine, de la Chine, jugeant que voilà, on avait un gonflement du crédit inquiétant, que les risques financiers et économiques restaient importants. Donc on est dans une situation quand même un petit peu inquiétante. Tout n'est pas noir en Chine, mais il faut être vigilant et regarder au-delà des chiffres. Vigilance pour la Chine. On va prendre la question. Vincent Apprin, comment vous êtes chef d'entreprise ? Vous fabriquez des matériaux composites pour les toits de véranda. Vous êtes spécialisé là-dedans. Vous faites des volets aussi. Vous venez de vous implanter aux États-Unis, en Floride notamment, avec des volets anti-ouragan, c'est ça ? Exactement. Voilà, donc vous êtes au cœur de l'actualité. La Chine, ça vous tente ou pas ? La Chine. Lorsque vous entendez ce que vient de dire Marie-Albert ? Non, c'est-à-dire on préfère se développer aujourd'hui dans des pays à faible risque que de tenter, entre guillemets, le diable. Et je pense qu'il y a suffisamment de choses à faire en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays.
avant de s'aller en Chine. Alors c'est vrai, le marché peut être très intéressant ou attrayant, mais en tant que PME, on joue toujours des solutions un petit peu sécuritaires. Et c'est vrai, la Chine, c'est trop, pour nous, risqué de s'y aventurer. Que disent les banquiers très rapidement par rapport à ce commentaire qui a été fait sur la Chine? Qu'est-ce qui veut intervenir? Peut-être Mathias Nicolas, peut-être, non? Quelques mots? Oui, enfin, on a à peu près la même analyse. Moi, je pense que c'est évidemment un marché à un potentiel énorme. Quand on voit dans la pratique avec les PME avec lesquelles on travaille, on se rend compte quand même que c'est un marché qui est compliqué à aborder, avec un retour sur investissement qui peut être parfois aléatoire. Et c'est vrai que moi, je dirais que pour une entreprise qui commence à l'export, en fait, qui commence à s'internationaliser, c'est pas forcément le pays vers lequel je débuterai en premier. D'accord. Voilà. Caroline Posmentier, pour la région, on sait que Marseille a des attaches très fortes avec la Chine. Il y a eu des jumelages qui ont été faits, un certain nombre de voyages qui ont été faits. Est-ce que ça fait partie des zones que vous avez fléchées dans le cadre de l'export? Alors, si on revient sur ce sujet, bien sûr que la Chine, l'Asie, De façon globale. Je pense que vous l'avez compris, il va se passer quelque chose de très fort au mois de novembre, le 21 novembre, à la Villa Méditerranée, mesdames. L'acte 1 de plusieurs grandes rencontres que nous voulons pérenniser, toujours la même période. Le président lancera le grand sujet de la Méditerranée du futur, en présence de Monsieur le ministre Jean-Yves Le Drian, nous aurons également le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Alors, bien entendu que notre politique internationale à la région, elle se veut euro-méditerranéenne. Elle se veut méditerranéenne, parce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a cette vocation. On aura l'occasion d'en parler puisqu'on va aborder la Méditerranée. Il faut que j'arrive à vous parler de l'Asie aussi. Elle a cette vocation de porte-parole de sa place géographique, historique et culturelle. Donc je ne dévoilerai pas véritablement quelle est... du teasing. Mais sachez que notre stratégie, effectivement, se fait sur un binôme qui me paraît important, c'est la thématique et la géographie. Donc sur les lieux géographiques, l'Asie, les États-Unis, l'Afrique, le Moyen-Orient sont effectivement tout ce que nous allons regarder avec nos partenaires de façon très concertée, très partagée pour les mois qui viennent, les années qui viennent. Pour autant, la Chine, je rappelle que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mené récemment une grande mission. C'était en 2015-2016 et quand pour ma part, hier, en qualité de vice-présidente des relations internationales, je recevais également une délégation chinoise au conseil régional d'une région voisine de Shanghai, m'a-t-on dit. C'est intéressant de voir que nous allons de façon récurrente aussi recevoir. Partir, c'est important, mais je crois que vous, les acteurs que vous êtes, nous demandez aussi de recevoir pour faire mieux connaître le potentiel de cette région. Donc l'Asie, la Chine, d'autres destinations certainement, on peut penser au Japon, à l'Inde, tout ça sera Alors justement, étudié. Marie-Albert, 2 mots sur le Japon. Il ne faut pas qu'on soit très long parce qu'on a beaucoup de choses à faire tout au long de cette journée. Pas de souci. Alors sur le Japon, en 2 mots... Alors attendez, je crois qu'il y a une question sur la Chine. Monsieur, allez-y. C'est pas tout à fait une question, c'est un commentaire. Je suis Frédéric Zabot, directeur de Business France en Chine. Donc pour rejoindre le propos, c'est pas de minimiser l'impact des statistiques, des études qui ont été faites sur la Chine. Elles sont très bien faites. En revanche, il faut savoir une chose, c'est que nos amis chinois détestent une chose, c'est l'instabilité. Donc cette volonté, on l'appelle harmonie en Chine, est un véritable axe stratégique. Donc les choses sont quand même sous contrôle. On l'a vu récemment, la Chine a demandé à 2 entreprises du secteur privé de vendre leurs actifs pour désendetter les entreprises. Donc quelque part, quand il y a des surchauffes, on voit aussi qu'il y a des signaux qui sont donnés forts, ce qui quelque part est un peu contradictoire aussi avec la revendication qu'a la Chine d'être déclarée comme économie de marché vis-à-vis de l'Union européenne. Et c'est donc là le conflit qui aujourd'hui attise un petit peu les 2 régions. Mais ensuite, on a aussi le contrôle des flux. Et les flux, aujourd'hui, sont plus en contrôle sortant qu'en contrôle entrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc là, il faut être clair sur la façon dont on peut présenter le contrôle des flux. Ensuite, et je terminerai là-dessus, c'est très, très synthétique, 6,7% de croissance, certes.
La Chine a été à des croissances à 2 chiffres, et là on rentre dans une logique de régulation, ce qui est normal. On ne peut pas avoir 30 années glorieuses et puis après se continuer sur un trend avec 2 chiffres. Donc on rentre dans une normalité qui est aujourd'hui même à 6,7% qui est soutenue. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au sein de ces secteurs-là, au sein de la Chine, il y a des secteurs avec des croissances à 2 chiffres. Et il y a des croissances aujourd'hui où, en revanche, on est en décroissance. Les secteurs traditionnels chinois, l'industrie énergétique, le transport, les infrastructures, encore qu'aujourd'hui, avec la relance d'un programme qui s'appelle BRI, les Belt and Road Initiative, on est aujourd'hui dans un regain de croissance sur ces secteurs-là pour écouler la surcapacité et la surproduction chinoise. Mais sinon, santé, TIC, consommation, le loisir, tous ces sujets-là aujourd'hui sont des sujets où on connaît une forte croissance. Donc je voulais juste apporter ces commentaires d'éclairage. Certes, la situation mérite qu'on soit vigilant, mais on ne doit pas non plus tenir des propos anxiogènes parce qu'il y a effectivement quelque part une réalité qui s'impose à nous tous, c'est que la Chine est le premier marché mondial. Alors, voilà, merci monsieur pour votre expertise. Marie-Albert, oui, très court. Très court. Non, mais juste pour vous répondre effectivement quelques mots, moi je partage complètement votre avis. Je n'ai absolument pas été complètement exhaustif sur la Chine et je me suis concentrée sur la question du risque de crédit. Comme je l'ai mentionné effectivement, la question des contrôles sur les flux sortants, c'est bien ce que j'ai mentionné, je partage votre avis. Sur la question, j'ai pas beaucoup parlé du rééquilibrage vers la consommation et je partage encore une fois votre avis sur le fait que des secteurs liés à la consommation, notamment santé, etc., sont beaucoup plus dynamiques que d'autres secteurs liés à l'énergie, notamment compte tenu des surcapacités et autres. Donc bien évidemment, il y a du potentiel et des secteurs, et ça se traduit très bien dans notre classement sectoriel visible à COFAS. Donc voilà, mais c'est juste pour essayer de relativiser effectivement un peu, même si c'est une économie qui est encore très performante et qui est en décélération, c'est normal. Il y a des secteurs positifs, mais il y a aussi des risques importants, surtout de crédit, à surveiller et qui intéressent les entreprises. C'est juste sur ce point-là. Attendez, monsieur. Non, je dis simplement, je suis parfaitement en ligne avec vous. La Chine, c'est pas un marché pour les débutants. Voilà, c'est clair. Voilà, au moins c'est clair. Il va falloir qu'on aille très vite parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Marie-Albert, un mot sur le Japon. Alors, un mot sur le Japon, très rapidement. Là, il faut avoir en tête que la croissance japonaise repart timidement, mais reste quand même assez faible. Il faut l'avoir en tête. L'environnement extérieur aide le Japon, les dépenses d'infrastructure aussi. Donc c'est pour ça qu'on a des meilleures performances ces derniers temps, notamment en lien avec les JO de Tokyo en 2020. Sur le plan politique, il y a quand même quelques changements un petit peu récents avec des élections législatives anticipées. Mais ce qu'il faut avoir en tête sur le Japon, c'est qu'il y a bien sûr des potentiels et des performances, mais les problèmes structurels liés au vieillissement démographique et aux finances publiques et au fait de vraiment augmenter l'inflation qui reste un problème majeur, ce sont des problèmes structurels qui ne sont pas réglés. Allez, on va maintenant directement en Allemagne et en Russie. Là aussi, Marie-Albert, je vais vous demander d'être très concise. Il faut y aller, il ne faut pas y aller. Quelle est votre appréciation de la COFAS ? Alors l'Allemagne, comme le titre l'indique sur The Slide, j'ai envie de dire toujours en forme. La situation est bien évidemment toujours très favorable en Allemagne, comme c'est le cas aussi de manière plus générale sur la zone euro. Les indicateurs conjoncturels sont bons, notamment au niveau des entreprises. La confiance est là, le climat des affaires est positif, le taux de chômage est extrêmement bas, consommation, investissement. Quasiment tous les indicateurs sont au vert en Allemagne. Il faut avoir en tête quand même qu'on a les derniers résultats des élections législatives. Si vous avez suivi un petit peu, les conservateurs sont arrivés en tête, mais le gouvernement Merkel aura du mal un petit peu à former une coalition et une nouvelle majorité. Mais globalement, le message, il est très positif sur l'Allemagne. Un mot sur la Russie maintenant. Ce qu'il faut avoir en tête sur la Russie, c'est qu'on est en train de sortir de récession. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais c'est lent. On a un rebond de la demande intérieure, on a une baisse de l'inflation forte, on a une politique monétaire qui s'assouplit, le prix du pétrole s'est stabilisé depuis maintenant un certain temps après la chute massive au deuxième semestre 2014, de $100 à $50. Donc la situation est plus favorable. La situation budgétaire aussi l'est, donc il y a des marges de manœuvre budgétaires. Par contre, un des points inquiétants en Russie, c'est la situation du système bancaire. Il y a pas mal de banques, notamment ces derniers temps, qui sont en train de faire faillite. Il faut avoir en tête que la Banque centrale nationale de Russie a décidé de nationaliser une banque, d'en soutenir d'autres. La consolidation, elle continue, mais entre les sanctions européennes et maintenant supplémentaires américaines, on a un impact quand même assez clairement négatif sur l'accès au financement
en Russie. Donc on a des problèmes bancaires importants et la Banque centrale a même lancé une facilité d'urgence pour l'accès aux liquidités. Donc on a des sources d'inquiétude sur ce point. Avant de parler de la Méditerranée, les États-Unis, la politique de Trump qui fait beaucoup parler de lui, là aussi quelques éléments concrets, rapides. Alors les US, c'est quand même un gros sujet. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les États-Unis pourraient quand même décevoir. C'est vrai qu'on a beaucoup de signes positifs. On a une croissance qui a été positive. On a surtout des défaillances qui continuent de baisser. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, quand on regarde un peu de près, on a par exemple le profit des entreprises non financières qui sont vraiment en train de diminuer. Donc ça, c'est pas un bon signal. Ensuite, on a moins de signes positifs du côté de la consommation, parce qu'on a un taux d'épargne qui a beaucoup baissé, qui a atteint 3,7% du revenu disponible, et on revient au niveau juste de la crise, au moment de la crise du premier trimestre 2008. Donc la dynamique salariale ne devrait pas être trop positive. On a cette baisse du taux d'épargne, donc on ne s'attend pas forcément à ce que l'économie rebondisse de manière forte. Le point le plus important, bien sûr, aux États-Unis, c'est d'un point de vue politique économique, qu'est-ce qui va se passer ? On manque de visibilité sur la politique de Donald Trump. Sa popularité est mise à mal, on n'a pas de réformes significatives, on n'a pas d'avancée vraiment en termes de précision sur son plan de relance, sur sa politique fiscale très importante. Quand Trump a été élu, on avait une euphorie sur les marchés financiers. Aujourd'hui, on est très loin de cette euphorie. C'est assez clair. Et en termes de protectionnisme, qui est un sujet qui, à mon avis, vous intéresse aussi beaucoup, selon nous, Donald Trump est quand même peu susceptible de mettre en place des mesures très drastiques. Pour le moment, on a vu quoi ? On a vu l'arrêt du partenariat transpacifique, on a vu un relèvement des taxes frontalières sur les exportations canadiennes de bois d'œuvre, très spécifique, mais on a l'ALENA qui est en train d'être négocié, alors qu'au début, il n'en était pas question, déjà. Et pour des raisons pragmatiques, il ne faut pas oublier que les États-Unis appartiennent à l'OMC, qu'ils sont très intégrés dans les chaînes de valeur mondiales. Le président n'a quand même pas intérêt à adopter une position trop difficile, trop dure. Juste avant de parler de la Méditerranée, chère à Caroline Posmentier, Vincent Aprin, un mot sur les États-Unis, puisque vous avez décidé de vous y implanter avec un bureau que vous avez ouvert à Miami. Ça se passe bien ? Alors pour l'instant, ça se passe bien. J'aime bien pour l'instant. Ben oui, parce que bon, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais c'est vrai que nous on est allé là-bas parce qu'on a identifié des niches de marché intéressantes, dans le domaine du loisir, puisque c'est un secteur en fort développement. Également notre produit qui est assez innovant, des volets anti-ouragan, malheureusement c'est un petit peu à la mode dans ce pays-là. Donc c'est vrai que nous on a identifié des cibles qui nous paraissent intéressantes pour les années à venir, mais c'est vrai qu'on regarde de regard attentif ce qui risque de se passer là-bas. Alors ce qu'on se dit là-bas, c'est du moins qu'on investit aux États-Unis, qu'on apporte des capitaux, qu'on veut se développer et surtout créer du travail. Normalement, ça doit bien se passer. Mais bon, voilà, on est quand même attentif aux évolutions politiques dans ce pays. Merci Vincent Aprin. Alors on a une question, peut-on parler de l'Afrique ? On va en parler maintenant avec la zone Méditerranée-Afrique, avec vous Marie-Albert. Ça c'est important, ça va faire plaisir aussi à Caroline Posmentier et aux élus qui sont avec nous. Allez-y. Alors, concis s'il vous plaît. Je tente. Allez-y. Alors, un petit mot très rapide sur l'Afrique, notamment subsaharienne, mais pas que. On a une reprise, et l'Afrique du Nord, on a une reprise assez timide en Afrique subsaharienne. Il faut bien avoir en tête qu'on a par exemple dans les gros pays, on a le Nigeria et l'Afrique du Sud qui sont en train de sortir de récession, mais tant bien que mal, notamment grâce au secteur agricole et au secteur extractif. Mais on a reclassé d'ailleurs le secteur agricole en Afrique du Sud. Mais on est toujours dans un contexte de reprise modérée du cours des matières premières, et on a des faiblesses vraiment domestiques importantes. Donc globalement, les pays qui sont dépendants des matières premières ont plus de mal à redémarrer, c'est ce qu'il faut retenir, et en raison également du ralentissement chinois. Mais donc quand on regarde un petit peu cette carte qui montre les prévisions de croissance, les pays qui sont moins dépendants des matières premières, notamment les pays d'Afrique de l'Ouest, ont tendance à mieux résister. Après, en Afrique aussi, on a eu une période électorale très chargée cet été, beaucoup d'élections, République du Congo, Sénégal, Rwanda, Mauritanie, Kenya, Angola. Globalement, ça s'est bien passé, à peu près. Le climat était assez paisible, sauf, alors c'est vrai qu'au Kenya, on va avoir de nouvelles élections, mais ça montre que le processus démocratique fonctionne bien, même si on a de l'incertitude. Sur les pays d'Afrique du Nord, la situation est un petit peu plus disparate. Bien sûr, on a de fortes dépendances à la zone euro, mais comme la zone euro repart, c'est une bonne nouvelle
pour les économies en termes d'exportation. On a par exemple le Maroc qui repart de manière un petit peu plus forte parce que notamment le secteur agricole se porte mieux. C'est lié à la pluviométrie, etc. On a la Tunisie qui redémarre très lentement, mais qui a été fragilisée beaucoup par l'impact des attentats, notamment sur le secteur du tourisme. Donc ça redémarre, c'est lent. Et il y a toujours l'Algérie qui est globalement, j'ai envie de dire, un cas toujours assez difficile, où les problèmes structurels sont très importants. Et on n'est effectivement pas très confiant sur l'Algérie. Caroline Posmentier, voulez-vous insister sur cette relation privilégiée qu'on a ici dans la région avec les pays d'Afrique, notamment les pays d'Afrique du Nord et toute la zone Méditerranée? Je pense que c'est aux experts qu'il appartiendra d'insister. Non, je pense que le message est fort ce matin d'insister sur la volonté du président de mener ici, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une politique à rayonnement méditerranéen. Le premier acte dont je vous parlais est celui de la Méditerranée du futur sur les enjeux climatiques. Encore une fois, ce sera l'occasion de faire que tous ceux qui, à l'international, parlent de Méditerranée, vivent, travaillent sur la Méditerranée, puissent véritablement construire des accords. Nous avons véritablement envisagé qu'à l'issue de cette journée, il y ait de façon concrète des accords en région PACA pour... j'ai dit PACA, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les accords de Paris. Le président a bien dit qu'il souhaitait faire de cette région la vitrine des accords de Paris. Donc ça se traduira de toute façon, quelle que soit la destination. Si je n'avais pas le temps de reprendre la parole, je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux piliers essentiels, et je crois que les experts qui sont là l'ont depuis longtemps demandé, c'est la spécialisation, la spécificité, le secteur. Bien souvent, lorsque nous travaillions il y a des années avec les primo-exportateurs, nous partions en mission avec multisectoriel. Il y avait moins de visibilité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, c'est la volonté aussi de la région avec ses partenaires. C'est comme ça que nous allons nous concerter et fédérer en fonction des destinations, certes, et très important d'écouter et d'entendre ce qui vient d'être évoqué, mais aussi en fonction des filières, notamment parce que nous avons nos 12 opérations d'intérêt régional qui doivent avoir cette vocation aussi à faire rayonner le territoire à l'international. Caroline Posmentier, il y a une question, il y a une personne qui est dans la salle qui nous dit finalement, est-ce que vous n'avez pas envie de faire de PACA une région pilote dans le cadre de cette nouvelle démarche en ce qui concerne l'aide à l'export? On sait qu'il y a pas mal de potentiel. Est-ce que c'est l'envie que vous pouvez avoir dans la région? Eh bien, merci pour cette question, puisque j'aurais pu la garder en gage de conclusion. De conclusion, oui, il est vrai que ça a été affirmé par le président Muselier auprès du ministre, qui a également réitéré par l'intermédiaire de ses services, de son cabinet, et qui travaille aussi avec Business France en ce sens. Nous voulons faire de cette région une région pilote, de par tout ce que nous venons d'évoquer. Après, le territoire, vous le connaissez, et je m'adresse bien entendu à la CCI internationale, au CCIMP. Lorsqu'on a 4 French Tech, lorsqu'on a 10 pôles de compétitivité, lorsqu'on a un écosystème économique, des laboratoires de recherche, bien entendu que nous devons faire de cette région une région pilote, et nous le souhaitons, et nous savons que ça passera par des outils qui doivent se partager, des outils qui doivent se renforcer ensemble, d'où l'intérêt véritablement de cette rencontre aujourd'hui, au plus près, dans la proximité, on va demander, à la Bertrand Chambre Vellon, de vous allez, commerce. j'imagine, complètement dans ce sens. Oui, totalement. Alors, on a parlé de l'approche filière. Il faut savoir que Business France et UbiFrance avant est organisé pays par pays selon 4 grandes filières. Et tout ce que nous l'opérons sur le mode filière. Après, sur bien évidemment l'initiative ou le souhait d'être région pilote de la part de PACA, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Moi aussi, j'ai tendance à réduire. Bien évidemment, nous y sommes aussi également tout favorables. Tous les ingrédients sont réunis avec l'ensemble des acteurs, et au-delà de la région, bien évidemment, on en parlait de la CCI, avec laquelle nous travaillons très fortement justement dans ce sens-là.
on est tout à fait en phase avec ce qui se met en place aujourd'hui, qui va se mettre en place en PACA au niveau national. Et moi, je pousserai de mon côté très fort pour qu'on puisse véritablement être pilote. Frédéric Ronald, là aussi, tout le monde dans le même sens pour cette évolution. Que voulez-vous que je vous dise que notre région sera la traîne des régions françaises? C'est important. Non, mais c'est important. Non, notre région restera la traîne des régions françaises. Non, pas du tout. Moi, je suis très heureux d'entendre tout ce qui se dit ici et de voir que tout le monde a une vision qui est partagée. Je pense que par rapport à ça, nous sommes au service, les chambres de commerce, qu'elles soient CCI internationales ou les chambres de commerce territoriales ou régionales, nous, on est au service de nos institutions. On est au service de la région, on est au service de nos métropoles. Nous sommes une agence de développement au service de nos métropoles. Et on intervient à 2 niveaux. Et on intervient pour accompagner les entrepreneurs qui sont non pas nos ressortissants, mais nos clients, comme le dit le président Chauvin. Et là, nous les accompagnons sur l'ensemble des pays. Alors effectivement, sur des pays qui sont plus ou moins faciles, et je partage en disant qu'il y a peut-être des destinations qui sont plutôt réservées à des entreprises qui ont déjà une expertise ou une expérience de l'export. Mais nous sommes destinés à accompagner l'ensemble des entreprises sur l'ensemble de leur marché. C'est notre rôle. Et là, on est dans une dimension très microéconomique. Et puis, on a une dimension plus macro, c'est d'accompagner notre territoire. Alors, pour faire de notre territoire un leader, effectivement, dans un certain nombre de domaines, et il y a des domaines où on est très en pointe. On commence à être très en pointe sur le domaine de l'innovation. On a l'ambition d'être très en pointe sur le domaine de l'international parce qu'on est une région qui est très marquée par ça. Et puis, on a peut-être aussi des ambitions qui sont encore plus larges que celles d'être simplement un exemple national. Nous, on croit beaucoup à la capacité, et même si c'est une ambition qui est difficile à décliner, on aimerait que Marseille et cette région redeviennent le leader méditerranéen qu'il a été au cours de l'histoire. On a un peu malheureusement laissé la place ces dernières années à des Espagnols comme Barcelone ou à des Italiens comme Gênes ou peut-être même aujourd'hui à des Turcs comme Istanbul qui sont très actifs. On voudrait que cette région retrouve sa place de leader en Europe parce que historiquement elle l'a été et il n'y a aucune raison aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe sur ce territoire, que l'on ne redevienne pas ce leader de la Méditerranée et de l'Afrique. Nous avons une communauté méditerranéenne et africaine très importante sur nos territoires. Nous avons une histoire culturelle très forte et nous avons l'ambition de redevenir. Alors évidemment, ça ne se fera pas en claquant des doigts. C'est un programme à long terme. C'est un programme qui nécessitera, dans un premier temps, le support et le soutien de tous. Mais à partir du moment où nos institutions sont alignées, il n'y a aucune raison qu'on ne redevienne pas ce leader méditerranéen de l'Europe vers la Méditerranée et vers l'Afrique, qu'on l'a été et qu'on aimerait bien redevenir. Une très belle ambition. Marie-Albert, on va terminer notre tour du monde avec quelques mots sur la Grande-Bretagne, le Brexit, qu'est-ce qui se passe là-haut? Et là aussi, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Alors, le Royaume-Uni et Brexit, c'est toujours aussi un gros sujet. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête sur le Royaume-Uni? Alors, il faut avoir en tête que l'activité est quand même en train de ralentir. C'est vrai qu'elle a résisté beaucoup plus que ce que les économistes avaient prévu l'année dernière. Mais pourquoi est-ce qu'elle a résisté? C'est parce que les gens ont puisé en gros dans leur bas de laine et que le taux d'épargne a chuté de manière dramatique et que donc la résilience du Royaume-Uni s'explique surtout par ce phénomène. Ça ne peut pas durer. L'inflation est en train de remonter à cause de la dépréciation forte de la livre sterling. On a une inflation à 2,9%. On a des salaires réels qui ne progressent plus du tout. On a beaucoup moins de marge de manœuvre également en termes de crédit, parce que c'est un pays qui est quand même assez endetté d'un point de vue des ménages. Et donc, on ne s'attend pas à ce que ça facilite aussi la consommation. Donc, du côté consommation, on n'est pas très optimiste. Du côté des entreprises, elles ne sont pas forcément toujours extrêmement bien loties non plus, clairement. L'incertitude liée au Brexit est en train de peser clairement sur les décisions d'investissement des entreprises. On a toujours un paradoxe très important au Royaume-Uni, et on le voit bien par exemple sur le graphique de droite, c'est qu'on a une très forte rentabilité, on a beaucoup de profits, mais les entreprises n'investissent pas, ça ne suit pas. Donc on ne s'attend pas à ce que, tant que le paysage n'est pas un peu plus clarifié sur les orientations liées au Brexit, on ne s'attend pas à ce que ça progresse beaucoup. Et en termes de migration, on voit qu'il y a des effets qui commencent vraiment à se faire sentir. Moins 25% d'immigration nette au mois de mars au Royaume-Uni,
on voit déjà qu'on a un impact assez marquant. Sur le Brexit en lui-même, vous avez sûrement suivi l'actualité ces derniers temps, mais Theresa May vient d'annoncer son souhait d'avoir une période d'implémentation de 2 ans, avec les mêmes conditions d'accès au marché unique, à partir de mars 2019. Elle a dit qu'elle honorerait aussi ses engagements en termes de facture de départ liés à son appartenance à l'Union européenne. Mais donc, la position du Royaume-Uni est en train de s'assouplir un petit peu vis-à-vis du Brexit, mais entre guillemets, on y va quand même. Moi, ma conviction profonde, c'est que clairement, ils n'arriveront pas à mettre en œuvre en mars 2019 l'intégralité de la sortie. C'est évident qu'il va y avoir des périodes de négociation, que ça va être lent, la mise en œuvre reste extrêmement complexe, il y a beaucoup de détails à régler, donc on ne s'attend pas non plus à ce qu'effectivement dans ce contexte la croissance rebondisse, et clairement compte tenu des inquiétudes qu'on a au niveau de la consommation, mais aussi d'un investissement qui ne devrait pas rebondir. Merci Marie-Albert. Alors il y avait 2 questions, mais je pense que vous pourrez avoir les réponses tout de suite après cette plénière. Les aides de la région pour l'export, plafond pour entreprises, éligibilité, donc c'est des choses très particulières, détaillées, donc ça on va, je pense, pouvoir l'aborder après. Peut-on parler de l'accès aux subventions européennes des entreprises françaises pour participer à l'international, mais en appui avec l'Europe? Là aussi, je pense que c'est des questions auxquelles vous aurez les réponses tout de suite après. Je vais me tourner très rapidement. On a très peu de temps. On est un peu pris par le temps pour que vous puissiez ensuite profiter de tout ce qui a été mis en place. Je vais me tourner vers les partenaires financiers qui sont avec nous aujourd'hui. Mathias Nicolas, vous êtes chargé d'affaires internationales au CIC Marseille. Très rapidement, comment vous venez-vous en appui par rapport à cette volonté d'export qu'il peut y avoir chez un chef d'entreprise? On y va de 2 façons. Donc moi, je suis responsable international pour le secteur Provence. J'interviens pour tout ce qui est partie sécurisation des moyens de paiement international, parce que c'est bien de vendre, c'est encore mieux d'être payé. Il faut rappeler l'essentiel. Donc là, on intervient bien évidemment sur ce point-là. Toute la partie financement import, financement de vos ventes, financement de votre période de fabrication, financement de votre prospection, parce que pour pouvoir décrocher vos marchés, il va falloir participer à des salons, faire des déplacements à l'étranger, investir en tout cas dans un certain nombre de domaines pour pouvoir être, on va dire, pour pouvoir mieux vendre et mieux attirer les partenaires étrangers. Et donc toute cette partie-là, on finance en fait ces différentes dépenses. Et puis je suis également responsable pour le secteur Provence du Club CIC International, qui est une association, une structure du CIC qui a été créée il y a plus de 30 ans maintenant, et qui a pour but d'accompagner nos clients dans leur développement à l'international. Alors aussi bien pour la partie export, c'est-à-dire concrètement, ça va être accompagner des clients qui cherchent, dans l'épicerie fine, qui cherchent un importateur-distributeur en Allemagne. Ça va être accompagner une société sous-traitant dans l'aéronautique pour son implantation en Espagne. Donc on va les accompagner de la partie business plan jusqu'au recrutement d'une personne sur place. Et, voilà, c'est vraiment quelque chose de très très packagé en fait, un package de A à Z. Et puis ça peut être également aussi, dans certains cas, aider des sociétés à trouver des fournisseurs à l'étranger, parce que pour bien vendre, il faut parfois bien acheter également. Voilà. Et tout ça, donc, vous pourrez le détailler tout de suite après, puis lors des rencontres. On va continuer avec Sandrine Kergosien, qui est la directrice régionale entreprise Méditerranée de LCL. Merci d'être avec nous. Là aussi, vous intervenez en direct, de façon très concrète, auprès des entreprises. Oui, bonjour à tous. Donc nous, on intervient à différents niveaux. Donc chez LCL, pardon, je ne parle pas assez près du micro. Donc chez LCL, on a souhaité se poser avec 2 gros piliers, allier la force, j'allais dire, du local, donc avec une direction régionale entreprise qui est basée donc dans votre région Méditerranée, dans notre région Méditerranée. Je dis votre parce que je suis toute nouvelle arrivée, je suis là que depuis mi-juillet, donc bienvenue. Je vais essayer de me faire un peu adopter. Donc on est basé dans la région Méditerranée, donc en local, avec un responsable du commerce international qui est là pour venir vous rejoindre, vous contacter et vous appuyer dans vos démarches. Il est à côté de moi, c'est Didier, donc vous aurez l'occasion de le rencontrer tout à l'heure. Donc ça, c'est pour être en proximité avec nos clients, les accompagner au plus près et être en forte réactivité. Et à côté de ça, parce qu'il faut aussi être présent, on l'a dit tout à l'heure, sur des zones parfois complexes, avoir une bonne connaissance de ces zones et être présent localement, c'est important. Donc on a la chance de pouvoir s'appuyer sur d'être présent dans 90 pays à travers des représentants locaux, donc qui seront en mesure de vous appuyer et d'accompagner nos clients.
En dehors de cela, donc on développe toute la panoplie des services que peut attendre une entreprise qui exporte ou qui veut s'implanter à l'international. Donc ça va tout d'abord du financement du poste client au financement de son poste fournisseur. Donc ça, c'est pour la partie financement. On est capable de vous accompagner sur les garanties internationales. C'est aussi un point clé pour les exportateurs. Sur cet aspect, on a une forte compétence chez LCL, on a une longue expérience d'accompagnement des industriels à l'étranger et donc la capacité à la fois d'émettre des garanties seules, mais aussi de structurer des pools sur des garanties plus complexes. Donc sur cet aspect, c'est une vraie force que l'on a. On peut aller aussi sur des sujets un peu plus structurants lorsque vous souhaitez vous implanter vous-même à l'international en créant une filiale, par exemple. Donc là, on a des bureaux à l'étranger, on a aussi une présence du groupe à l'international. Moi, j'ai moi-même pu accompagner des clients, par exemple en Pologne, qui souhaitaient ouvrir une unité de production. Ils ont réussi à ouvrir un compte dans notre structure polonaise et à mettre en place leur financement. Alors, je suis un peu longue, mais je vais céder la parole tout de suite. Je vous interromps parce que j'ai une question. Justement, la relation entre les banques et les assurances prospection COFAS, garantie, financement de cette garantie. Qui veut répondre ? Allez-y, Mathias Nicolas. Oui, bonjour. Rebonjour, pardon. Effectivement, Très court, s'il vous plaît. Très court, oui. Je suis désolé, on est très contraint par le temps. Effectivement, l'assurance prospection BPI, c'est une assurance contre le risque d'échec d'une démarche export qui couvre en fait effectivement un certain nombre de dépenses liées à votre prospection à l'étranger, donc participation à des salons, vos déplacements à l'étranger, vos plaquettes. Tout ça, c'est un coût. Effectivement, il y a une assurance qui a été mise en place par la BPI et que nous, on peut financer en fait, effectivement, à travers ce qu'on appelle le financement de l'assurance prospection, le FAP. Voilà. Merci beaucoup. Autre partenaire financier, Altios International, qui travaille avec LCL. Elisabeth Verrune, vous êtes la responsable. Je passe juste la parole 2 secondes. En effet, c'était ma transition, vous m'avez coupé tout à l'heure, donc je la reprends. Non, parce qu'on est très pris par le temps, donc on va laisser la parole à Altios. On va laisser la parole à Altios, s'il vous plaît. On va laisser la parole à Altios, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Elisabeth Verrune, donc Altios International, partenaire aussi. Voilà, du LCL. On est ravis donc d'être partenaire pour la 2e année consécutive là, de ces journées de l'international. Juste en quelques mots, voilà, vous dire qu'on est, nous, un groupe privé d'accompagnement à l'international depuis 26 ans. Et on s'est rendu compte, là, au fil des années, que les entreprises ont de plus en plus besoin d'être accompagnées, mais surtout de s'implanter en local pour avoir un visage local. Donc aujourd'hui, on a 18 filiales dans le monde, avec objectif d'être présent dans les pays du G20, donc on y est presque. On vous propose en fait de vous accompagner pour accélérer votre croissance à l'international. Donc nos 18 filiales vous accompagnent tout au long de votre développement, mais surtout donc, au niveau de l'implantation avec un accompagnement opérationnel, c'est-à-dire pouvoir héberger vos collaborateurs par exemple ou vos VIE, vous aider dans le recrutement en local, domicilier votre société pour avoir ce visage local. Et ensuite, tout ce qui est vous aider à créer une structure. Si vous souhaitez créer une structure, on fait tout ce qui est gestion comptable, administrative, RH. Et on peut accompagner également jusqu'à l'implantation industrielle. L'objectif, c'est vraiment de réduire l'exposition au risque finalement et de maximiser un retour sur investissement. Merci beaucoup. De toute façon, vous pourrez ensuite avoir tous les détails. On va terminer parce qu'on avait 2 questions importantes et ça, je me retourne vers notre chef d'entreprise parce que finalement, tous ceux qui sont à cette tribune, ils sont au service des chefs d'entreprise. Vincent Aprin, première question. Comment est venue cette volonté de vouloir partir exporter? Alors pour AV Composite, on a identifié 2 relais de croissance pour se développer. Le premier, c'est l'innovation, puisqu'on dépose un brevet par an, mais le deuxième a été l'exportation. Donc aujourd'hui, l'exportation, c'est 15% du chiffre d'affaires et on souhaite le passer à 30-40% d'ici 5 ans. Donc ça, c'est vraiment pour continuer à se développer. Un relais de croissance des entreprises, c'est l'exportation. D'accord. Vous exportez vers l'Italie, je crois? Alors, essentiellement la Belgique, un petit peu l'Italie, la Suisse, et puis on est en train de démarrer d'autres pays européens. On a des contacts aussi avec les Émirats, mais aujourd'hui, le gros de l'export, c'est la Belgique. D'accord. Je vous recommande, allez voir sur le site d'AV Composite. Ils ont un bain de soleil pour les piscines en matériaux composites qui est extraordinaire. Je ne l'ai pas essayé, mais en tout cas, merci. Il est extraordinaire. Dernière question. Qu'est-ce qui peut, d'après vous, en tant que chef d'entreprise, freiner
cette volonté de partir à l'export? C'est quoi? C'est le manque d'accompagnement des banques, le manque d'accompagnement des institutions. Alors, visiblement, ici, il y a une volonté commune affichée de vraiment vous aider dans cette démarche. Vous, est-ce qu'à un moment, vous avez dit, il y a un frein, j'y vais pas, je me pose la question, etc. Alors, la crainte des entreprises, c'est de mal faire, de faire des erreurs et d'avoir, je dirais, une mauvaise expérience de l'exportation. C'est pour ça qu'on a essayé de s'appuyer en fait sur les gens compétents. Alors, il y en a plein, là. Oui, c'est pour ça, aujourd'hui, on travaille avec CC International, avec Procamex. On a un dossier d'assurance prospection. On a 2 missions en cours avec Business France. Donc, on essaye de prendre un petit peu les outils, de prendre le meilleur de chacun pour essayer de pouvoir partir dans les meilleures conditions. Et je pense essentiel d'être bien accompagné lorsqu'on va faire l'exportation. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient à la tribune pour cette plénière d'ouverture de ces JDI à Marseille. Merci pour toutes les questions. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en streaming. Merci à tous les élus, les experts. Courte pause et juste après les workshops et les sessions B2B. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée ici à Marseille à l'occasion de ces JDI 2017.